Chers amis, avant de commenter ma chronique du jour et le sujet du jour, je voudrais vous présenter mes plus plates excuses pour une erreur épouvantable que j'ai commise dans ma chronique récente sur Madame Obono. J'avais classé Madame Obono comme députée LREM, alors qu'elle est députée de la France Insoumise. C'est épouvantable, j'ai honte de vous avoir trompé et je m'excuse auprès de Madame Obono pour cette épouvantable méprise. Je reviens maintenant au sujet du jour qui est la peine de mort. Un sondage récent a montré que 55% des Français sont désormais favorables à la peine de mort. Il y a un an, il n'était que 44%. C'est donc une évolution extrêmement notable et qui mérite d'être analysée sur le fond. Faisons un tout petit historique. Avant 1981, les Français étaient majoritairement favorables à la peine de mort. Il n'y avait donc pas de sujet à discuter. Giscard d'Estaing a voulu, pendant son septennat, la supprimer, mais il se serait heurté à son électorat. Il a donc décidé de mettre le dossier provisoirement, en tous les cas, sous le boisseau. Et effectivement, Mitterrand, dès 1981, a relancé le sujet et a confié à son ami Badinter le soin de supprimer définitivement la peine de mort, ce que Badinter, ce glacial ayatollah, a fait immédiatement. Il n'y avait donc plus de peine de mort à partir du septennat de Mitterrand. Alors, quelles sont les positions des deux grandes religions qui sont quand même intéressées par ce sujet? Du côté de l'islam, aucun problème, la peine de mort est parfaitement admise, le Coran le dit très clairement, et la peine de mort peut être appliquée sans grand jugement. On sait par exemple que tuer un mécréant dans le Coran est quelque chose qui est possible. Bon, c'est donc une acceptation grande, très grande, trop grande de la peine de mort. Du côté de l'Église catholique, la position avait été définie de façon extrêmement intelligente par le grand pape Jean-Paul II et son adjoint qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Et la position de Jean-Paul II était de dire, et ça avait été écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, oui, la peine de mort est possible quand la société n'a aucune autre solution pour se protéger. C'était extrêmement intelligent comme formulation. Eh bien, cette formulation intelligente a malheureusement été démolie par le pape François qui, sans rien dire à personne et sans aucune consultation, a décidé que la peine de mort était définitivement interdite et cela devait être inscrit dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà donc la position de l'Église catholique en l'occurrence. Alors les Français n'ont pas de ces pudeurs, eux maintenant à 55%, ils sont pour la peine de mort, estimant qu'il est tout de même impossible qu'un individu de 25 ans, ayant commis des actes immondes, des actes répréhensibles, des actes multirédivisés, décide tout simplement, après 20 ou 25 ans de prison et être sorti de prison, de recommencer ces actes épouvantables. Ça n'était pas possible, ça n'est pas possible, et les Français disent clairement, nous ne sommes pas d'accord, majoritairement, avec un tel système. Ce qui est sûr, c'est que la position de l'Église catholique du temps de Jean-Paul II était parfaitement habile et justifié quand une société n'a pas d'autre moyen de se protéger, et nous savons qu'en France, il n'y a pas d'autre moyen de se protéger, puisque les pires criminels seront forcément relâchés, il n'y aura pas de perpétuité pour eux, il est assez logique que la peine de mort soit rétablie. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. J'ai lu avec intérêt, chez quelques médias amis, des commentaires intéressants concernant une attaque en règle contre les écolos, à propos de la 5G. Les écologistes demandent en fait un moratoire sur la 5G, estimant que d'une part, les études d'impact sont extrêmement insuffisantes et que d'autre part, une grande consultation publique aurait dû avoir lieu, ce qui n'aurait pas été fait.
Et les médias amis tirent à boulet rouge sur les écolos, les traitant de ringards, de passéistes, de gens d'un autre temps. Est-ce un jugement un peu rapide ou pas? Telle est la question. Déjà, sur un plan purement technique, parlons de la 5G. La 5G, en fait, a deux objectifs. Premièrement, multiplier la rapidité des données et des transmissions des données. Et deuxième aspect technique, augmenter de façon considérable les capacités de stockage. Alors, sur le premier point, l'on peut se poser la question, tout va déjà à une allure folle, faut-il aller encore plus vite qu'une allure folle? La question est légitime. Deuxièmement, sur les stockages de données, est-il important de surstocker de façon massive alors que nous avons déjà des capacités mondiales de stockage considérables? Ça, c'est sur la partie technique. Mais il y a un autre aspect que les écolos souligne, c'est le côté de l'impact environnemental, entre guillemets. Et là, je crois que les médias amis dont je parlais négligent complètement, oublient ou ne veulent pas savoir qu'il y a quand même des analyses scientifiques de très haut niveau, faites notamment en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, qui montrent que la 5G pose de véritables problèmes pour les personnes et peuvent être dangereuses pour les personnes. Je voudrais ne citer qu'une anecdote. En Allemagne, une petite ville a installé 2 écoles primaires distantes d'un certain nombre de centaines de mètres l'une de l'autre et qui ont ouvert la même année. Au pied d'une de ces écoles a été implantée une énorme antenne, probablement 4G j'imagine, puisque ça datait d'il y a 2 ou 3 ans. Il se trouve que l'année suivante, dans l'école où était l'antenne, contre laquelle était l'antenne, il y a eu plusieurs cancers chez des tout petits enfants, alors que dans l'autre école, il n'y a pas eu un seul cancer à déplorer. Un collectif de parents d'élèves s'est mis en route, a attaqué en justice l'opérateur et le tribunal a condamné l'opérateur à démanteler l'antenne, considérée comme très nuisible pour la santé des enfants. Voilà simplement un exemple parmi tant d'autres montrant que l'on ne peut pas écarter d'un revers de main le fait que la 5G puisse être très dangereuse pour les individus, pour les personnes. Il y a quelque temps, un grand dirigeant d'une grande firme agroalimentaire me disait « Vous savez, depuis 50 ans, nous avons en fait empoisonné nos consommateurs. » Bon, c'est très bien de le reconnaître maintenant. Je ne voudrais pas que dans 50 ans, le grand dirigeant d'un opérateur 5G me dise « Depuis 50 ans, nous avons gravement nui à la personne humaine. » Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Édouard Philippe vient de nous l'annoncer. Une grosse tempête se dirige vers nous, tempête politique, économique, sociale, morale, culturelle. Une bonne grosse tempête, quoi, comme l'aiment les Bretons. Oui, mon cher Doudou, c'est une tempête qui arrive, mais nous l'avons annoncé depuis bien longtemps. Cela dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc bienvenue dans le club des gens réalistes. Merci, mon cher Doudou. Alors, faisons un petit retour en arrière, amusons-nous un peu, de temps en temps nous pouvons nous amuser, et faisons une petite rétrospective de quelques déclarations. En 2007, Fillon est nommé Premier ministre. Il indique immédiatement « La France est en faillite ». Sarkozy lui passe un savon magistral. « François, tu recommences un truc comme ça, je te casse ton dentier, je te casse la figure et je te vire du gouvernement. » Compris ? Eh bien, François Fillon a compris, pendant 5 ans, il n'a plus rien dit, et d'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose. À la fin du quinquennat de Sarkozy, en 2012,
Puis à la fin du quinquennat de Hollande en 2017, nos deux lascars se sont auto-congratulés comme jamais. Nous sommes des caïds, nous avons redressé la France, nous sommes des gens magnifiques, nous sommes des gens merveilleux. Ah, ça c'est sûr que tous les deux, ils ont vraiment redressé la France. Quand on regarde à peu près tous les indicateurs de France et de Navarre, ils se sont tous magistralement détériorés pendant leur quinquennat. Ça les gars, c'est du bon boulot et vous avez raison de vous vanter de votre quinquennat. En réalité, les élites politico-économiques se fichent de la marche du monde comme de leur dernière culotte et se fichent de nous comme de leur dernière chemise. En réalité, les dirigeants politico-économiques se sont résolument tournés vers leurs propres intérêts et font fi de toutes les règles de base concernant la politique, l'économique, le social, le moral, le culturel. Je voudrais donner un seul exemple qui est assez intéressant. Il y a une règle économique très simple qui consiste à dire, lorsque la richesse nationale augmente, la fameuse production intérieure brute, la masse monétaire en circulation doit augmenter dans des mêmes proportions. Regardons les États-Unis. En 2010, le produit intérieur brut des États-Unis était de 15 000 milliards de dollars. En 2019, ces 15 000 milliards de dollars sont passés à 20 000 milliards de dollars, soit donc une hausse de 33%. La masse monétaire de dollars en circulation en 2010 était d'environ 1 000 milliards de dollars. En 2019, cette masse monétaire de dollars en circulation est passée à 1 700 milliards de dollars, soit une augmentation de 70%. Très loin des 33% de l'augmentation de la richesse nationale américaine. On voit bien que les règles économiques de base sont complètement mises de côté et cela vaut à peu près sur tous les sujets. Cela peut expliquer que la tempête qui arrive se préparait depuis déjà très longtemps, car lorsque l'on n'a plus de règles, il est logique que tout se dérègle. Et donc la tempête arrivera, Doudou a eu raison de l'annoncer, mais il aurait tout de même été préférable que lorsqu'il était aux manettes en tant que Premier ministre, il ne se soit pas contenté de parler, mais d'agir pour redresser la situation. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Nous en parlons très régulièrement sur TV Liberté, nous parlons très souvent de George Soros, le roi de la déconstruction mondiale, que dis-je, l'empereur de la déconstruction mondiale, car pour Soros, l'immigrationnisme, le mondialisme, le libertarisme sexuel, l'avortement de masse, tous les sujets en isme possibles et imaginables, pourvu qu'ils soient gauchistes, sont du ressort de George Soros. Alors, l'ennemi juré de Soros est évidemment l'Église catholique, qui essaye de contrer plus ou moins vigoureusement ce que dit et fait George Soros. Et les moyens de George Soros sont très simples. Comme il est richissime, il arrose à grande échelle tous les acteurs de son empire de la déconstruction. Mais attention, seulement ses amis à l'intérieur de cet empire. Pas question évidemment d'aider ses ennemis. À cet égard, avant que TV Liberté touche 1 euro de Soros, la Terre sera devenue plate à cause du réchauffement climatique. Revenons à l'Église catholique. A priori, Soros voulant tuer l'Église catholique, il semble assez logique que l'Église catholique veuille lutter contre Soros. Est-ce bien vrai? Mais ça n'est pas si sûr. Il se trouve que l'ami Soros finance des associations de jésuites. Tiens, des associations de jésuites. Mais le pape est jésuite. Donc Soros, finançant les jésuites, aime les jésuites. Et
puisque le pape est jésuite, Soros doit avoir un amour fou pour le pape. Regardons les choses dans le détail. Certaines associations de jésuites, notamment liées à l'immigrationnisme le plus outrancier, ont touché des centaines de milliers d'euros depuis quelques années. Et de façon générale, sur les 4 dernières années, les jésuites ont touché la modique somme de presque 2 millions d'euros, ce qui n'est tout de même pas rien. Mais, indépendamment des jésuites, Soros aide aussi l'Église catholique en lui faisant des dons importants, car Soros veut faire changer la doctrine de l'Église catholique pour LGBTiser l'Église catholique. Et d'ailleurs, il y arrive d'une certaine façon. L'on voit donc que Soros, qui devrait avoir comme ennemi juré l'Église, et l'Église qui devrait avoir comme ennemi juré Soros, nous voyons que ces deux partenaires, manifestement, ont quelques relations. Naïvement, on m'avait appris, il y a 150 ans, lorsque j'étais jeune et beau, que l'on ne dîne jamais avec le diable. Eh bien, curieusement, l'Église catholique semble accepter de dîner avec le diable Soros. C'est franchement à n'y rien comprendre. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Le malheureux Malraux s'est complètement planté avec son « le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Enfin Malraux, le 21e siècle sera nudiste ou ne sera pas. Aujourd'hui, il est très important d'exhiber toujours et partout sa nudité la plus complète. C'est l'alpha et l'oméga de la vie d'un nombre croissant de personnes. Alors, ne parlons pas du sud de la France, le nudisme sur les plages est parfaitement répandu, c'est banal, n'en parlons pas, franchement, ça ne mérite pas qu'on en parle plus d'une seconde. En revanche, quand on remonte vers le nord, où il y avait moins de nudisme, eh bien maintenant les maillots de bain ont tendance à être de plus en plus étroits, et notamment le popotin n'est plus masqué par le maillot de bain, qui est en fait transformé en un mince fil que l'on glisse habilement de telle façon que l'on ne le voit plus, mais que l'on voit le popotin. Ça, c'est l'évolution. Mais d'ailleurs, on pourrait dire aussi qu'en ville, un quasi-nudisme a tendance à se développer avec des gens qui sont pratiquement nus, sous le regard finalement tout à fait indifférent de la population, indifférent en apparence du moins. Cela dit, tout cela est insuffisant, il faut pousser le nudisme le plus loin possible. Par exemple, lorsque l'on se promène à Paris, à Rennes, ou au Canada, l'on peut tout d'un coup tomber sur une procession de cyclistes nus en centre-ville. Ça, c'est extrêmement important de faire de la bicyclette nue en centre-ville. C'est fondamental, c'est absolument capital. Et je peux imaginer par exemple le dialogue entre une femme qui était partie acheter du pain avec sa petite fille de 10 ans, qui rentre chez elle et qui tombe sur ce cortège de cyclistes nus, et je vois tout à fait la petite fille. Dis-moi maman, c'est quoi les deux grosses poches qui pendent de chaque côté de la selle? Alors la maman très gênée répond « Ma chérie, c'est ce qu'on appelle une sacoche à cellulite. »« Ah bon, ça se mange? Et alors, c'est quoi le petit tuyau qui pend là du monsieur? Ma chérie, mange ton carré de chocolat s'il te plaît. Et dis donc maman, tu as vu, il y a une dame qui est passée, elle pédalait fort, et alors ses poitrines s'entrechoquaient et ça faisait floc-floc. Bon, ben ma chérie, maintenant on rentre à la maison et puis on va lire un livre ensemble. Hein, d'accord? Alors voilà, on voit que le nudisme se répand. Mais il n'y a pas que les cyclistes. L'exposition Louis de Funès, il fallait évidemment qu'elle s'ouvre aux nudistes. Et le responsable des nudistes,
qui a donc mis en route cette fameuse visite à l'exposition de Louis de Funès, a dit doctement « Moi, je préfère quand même un visage masqué à cause du Covid, mais le bas-ventre et le bas dos, il faut que ce soit visible par tous. » Ah oui, mon cher responsable, il est sûr que l'éclatant sourire d'un joli visage peut être caché parce que finalement c'est moche de sourire, mais la beauté sublime de l'entrefesse ne peut être cachée. Tu as raison mon grand, tu es un véritable philosophe, tu es un grand intellectuel. Donc en pratique, soyons clairs, soyons cash comme disent les jeunes, tout cela est de la pure perversité. Les nudistes qui s'exhibent en ville sur des bicyclettes ou dans des expositions sont des grands pervers. Et d'ailleurs, je les aimerais le jour où ils me diront clairement « Oui, je suis un grand pervers et je l'assume ». Ce sera beaucoup plus clair plutôt que d'employer des mots complètement bidons pour se justifier. D'ailleurs, le code pénal prévoit que lorsque les nudistes s'exhibent en dehors d'endroits spécialement préparés pour cet effet, ils sont sous le coup de la loi et risquent tout de même 1 an de prison et 15 000 € d'amende, ce qui n'est pas rien, mais qui, aujourd'hui, s'occupe véritablement du code pénal. Sur ces très tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.